Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Benjamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui pour sa deuxième, Ludovic Binello. Bonjour. Bonjour Clara. Ludovic est avocat en droit pénal et en droit de la presse. Et on ne le présente plus parce que c'est sa 2000e émission, Raphaël Yautier. Bonjour. Hello Clara. Bonjour. Et Raphaël est avocat en contentieux du numérique. Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés. Ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour poursuivre le sujet entamé il y a déjà 2 numéros. Que faire contre un troll ? Eh oui, maintenant que nous avons la tête un peu plus froide à la suite de l'ébruitement, de l'explosion du geyser de révélations sordides des agissements de la Ligue du LOL, il est temps de parler de harcèlement en ligne pour de bon. En effet, dans cet antépénultième, avant-dernier épisode, il nous avait semblé important de commencer par bien distinguer l'expression publique, la chose qu'on dit qui n'est pas très sympa, de celle qui est purement illégale. Nous avions donc parlé d'injures et de diffamation. Aujourd'hui, nous allons expliquer ensemble en quoi consiste le harcèlement en ligne pour la loi française et comment se défendre. Et on commence avec un petit rappel, puisque nous en avions déjà parlé dans l'épisode sur les nudes et le revenge porn. On commence par un petit rappel de c'est quoi le harcèlement, Raphaël ? Le harcèlement, c'est un délit. Donc, c'est un délit qui consiste en fait à avoir... C'est quoi un délit ? C'est une infraction pénale. Ok, continue. Je continue ? Non, il y a différents types d'infractions pénales qui sont classifiées par degré de gravité. Si on le fait proprement, on va avoir des contraventions, des délits et des crimes. Voilà, donc un peu plus grave le délit et encore plus grave le crime. Beaucoup plus grave le crime. Bref. C'est pas les mêmes peines, c'est pas non plus les mêmes tribunaux qui vont être en charge de prendre des décisions face à ces actes. Merci, continue. Donc le harcèlement est un délit. Le harcèlement est un délit. Et en fait, c'est le fait, par des propos ou des comportements qui vont être répétés à l'égard d'une personne, de dégrader ses conditions de vie. Ça peut avoir pour objet ou pour effet. C'est pas, il n'y a pas nécessairement besoin d'un effet, mais le but. Ça doit être soit le but, soit la conséquence. Exactement, soit les deux. Et qu'est-ce que ça veut dire répéter ? Répéter, ça veut dire qu'il en faut plusieurs. D'accord. Ça veut dire qu'un seul ne suffira pas à caractériser le harcèlement. Un seul acte, une seule parole, un seul geste, un seul tweet ne pourra pas suffire à caractériser un harcèlement. D'accord, donc il faut qu'il y en ait plusieurs. Qu'est-ce qu'on risque ? On risque, si on est sur un simple harcèlement, on va dire, sans circonstances aggravantes autres. Donc le harceleur encourt 1 an et 15 000 euros d'amende. Maximum. Mais après, on peut monter jusqu'à 3 ans et 45 000 euros d'amende dans les cas où on a des circonstances aggravantes dont, dans certains cas, il faut même qu'elles se cumulent. Ça peut être, par exemple, juste pour illustrer, dans le cadre où ça va entraîner une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours, ou dans le cadre où on se trouve en présence ou face à un enfant mineur, par exemple. D'accord, donc du harcèlement face à un enfant mineur, la loi considère que c'est une circonstance aggravante. Oui, et donc exactement. du coup, les peines encourues sont un peu plus importantes. Sont plus importantes. Après, on a des cas spécifiques, parce que là, on décrit le harcèlement de façon générique, mais on va voir dans des cas dans lesquels le harcèlement va être dirigé à l'égard d'un conjoint, ou d'un concubin, ou d'une personne par laquelle on est lié par un PACS. Et là, dans ce cadre-là, on pourra atteindre des peines qui vont être de 5 ans et de 75 000 euros d'amende. Maximum. Toujours maximum en pénal. Ah oui, à chaque fois qu'on parle d'une peine encourue en droit pénal, c'est toujours des paliers maximum. C'est des plafonds. C'est des plafonds. Ah, oui, d'accord, ok, palier, plafond. Ok, très bien. Plancher. 9h, plancher. 9h26, palier, plafond. Ok. Dans les autres cas spécifiques... autres cas spécifiques, il va y avoir le droit du travail. Donc c'est la vie professionnelle. C'est la vie professionnelle. Là, ce sera une dégradation des conditions de travail. Et pareil, on va voir le cas où ça va entraîner une altération de la santé physique ou mentale de la personne qui en est la victime. On a le cadre du harcèlement sexuel qu'on a évoqué dans l'épisode sur les nudes. Pareil. On vous conseille de réécouter, moi c'est mon préféré. Qui est fabuleux, absolument. Une sorte d'épisode
avec tout le monde. Oui, c'est ça, l'épisode totem. Bref, continue. Donc, le Un vrai harcèlement épisode sexuel. de Noël. Oui. Et là, le harcèlement, pardon, j'allais dire l'épisode sexuel. Le harcèlement sexuel, là, ça va être dans le cadre où on va avoir des propos ou des comportements qui vont être à connotation sexuelle ou sexiste, avec une notion qui va être celle du caractère dégradant ou humiliant des propos ou agissements qui sont commis. Quelle va être l'analyse qui va être faite par le juge dans cette hypothèse ? Alors, ça va être une Ces analyse hypothèses. qui va être en 2 temps, en 3 temps si on est dans le cadre du droit du travail. De façon générale, le juge va d'abord analyser les éléments qui sont apportés par les victimes pour caractériser la matérialité de l'infraction. Alors, stop. À ce moment-là, on va en reparler, hein, mais si vous êtes victime, si vous pensez être victime de harcèlement, faire des captures d'écran des tweets qu'on vous envoie, c'est déjà pas si mal, mais ça ne sera pas suffisant. Ludovic ? Oui, il faut plutôt procéder avec un constat à ce moment-là, un constat Voilà, d'huissier. un constat fait par un huissier. Bien évidemment, c'est un peu compliqué, ça peut être cher, etc. Mais une capture d'écran, c'est pas une preuve assez fiable. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop facile de se fabriquer un faux tweet ou un machin. Ou... Voilà, on n'est pas en train de dire que vous allez vous constituer des fausses preuves. Cependant, si vous avez besoin d'aller devant un juge, le mieux, c'est d'appeler un huissier et de faire procéder à un constat. Mais on va le redire un peu plus tard. Donc, le juge procède à l'analyse. On vérifie la matérialité des faits, on regarde si les faits sont constitués, et après on qualifie les faits. C'est-à-dire on va regarder si chacun des éléments, une fois qu'ils sont pris dans un ensemble, permettent de caractériser réellement la présence d'un harcèlement moral. D'accord, donc d'abord on voit si ça existe, et ensuite on voit si ce qui est là, ce qui existe, est bel et bien du harcèlement. Exactement. C'est comme ça que le juge va procéder. Oui, tout à fait. Et... Dans le cadre du droit du travail, on va aussi regarder, dans le cadre où on est dans un harcèlement au travail, on va aussi regarder, dans l'hypothèse où ce serait l'employeur qui ferait l'objet de la plainte ou de l'action, en tout cas de la personne qui se déclare victime, on va regarder si les faits trouvent leur justification dans l'intérêt de leur entreprise et participent d'un exercice normal des prérogatives de l'employeur. Oui. Si c'est des consignes un petit peu fermes ou si c'est totalement inacceptable. Voilà. C'est encore une fois, on revient un peu à ce qu'on a vu dans l'épisode d'avant, l'avant-dernier, il faut faire la distinction entre quelque chose qui est désagréable et quelque chose qui est illégal. Voilà, exactement. Voilà pour le harcèlement de façon un peu générale et schématique. Il faut bien le distinguer, mais ça pareil, on l'a vu dans certains épisodes précédents. Ce harcèlement, il faut le distinguer des autres infractions qu'on peut être amené à rencontrer. Et donc ces autres infractions sont la diffamation, l'injure, les menaces et les atteintes à la vie privée. Notamment, il y a aussi qu'on peut citer les appels téléphoniques malveillants réitérés, mais on reste globalement sur, quand on est dans un cadre de harcèlement, toujours se rattacher à la définition. Ce sont vraiment des propos ou des comportements réitérés qui ont l'objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de vie. D'accord. Donc là, c'était pour établir ensemble un cadre de c'est quoi le harcèlement. Mais les particularités de vivre en 2019 et les particularités de notamment la Ligue du LOL, c'est que les agissements avaient lieu non pas à l'école ou non pas au travail, mais bien en ligne sur Internet. Et donc du coup, Ludovic, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les particularités de ce harcèlement quand il a lieu en ligne ? Alors oui, on a défini un petit peu ce qu'était le harcèlement de manière générale, avec une définition un peu globale. Là, il y a une spécificité en ligne parce qu'il y a plusieurs types de pratiques. Je ne vais pas faire de définition juridique pour le coup, je vais donner un petit peu des exemples pratiques de ce qui peut être constitutif de harcèlement en ligne. On a ce qu'on appelle, il y a toute une liste de choses, on a ce qu'on appelle le happy slapping. Alors, qui est un peu passé de mode, et tant mieux. Un petit peu, voilà, il y a certaines modes dont on se passe bien. C'est ça. C'est du lynchage en réalité, du lynchage en groupe, avec une publication de la vidéo sur un site internet ensuite.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des propagations de rumeurs par téléphone ou sur Internet. Tout ça, ça fait partie aussi du cas du harcèlement en ligne. Il y a des créations de groupes ou d'une page, d'un faux profil sur un réseau social à l'encontre d'une personne, les propagations, les publications de photographies sexuellement explicites. Donc ça, on parle de revenge porn un petit peu, notamment quand il s'agit de personnes avec qui on a eu des relations ou alors sentimentales de photomontage tout à ou de fait élégant, photomontage. De choses comme ça. Et de manière beaucoup plus classique, il y a toujours avec cette idée de réitération, les messages menaçants, des insultes, dans les messageries privées. Il n'y a pas besoin que ça soit public pour constituer du harcèlement. Et ensuite, on sort un petit peu de ça, mais c'est vrai que dans un ensemble, ça peut être constitutif du harcèlement. Il y a les commandes de biens, de services pour une victime en utilisant ses données personnelles, notamment ses données bancaires ou ses données d'identité qui ensuite, du coup, on repart sur une infraction un peu différente aussi d'usurpation de l'identité. Donc tout ça permet de constituer un harcèlement. Alors, on n'est pas obligé de réunir à chaque fois tous ces éléments tout en même temps. pour que le harcèlement soit constitué. Mais ça va donner des indices ensuite au juge pour dire que oui ou non, le harcèlement est constitué. Et éventuellement, comme le disait Raphaël tout à l'heure, qualifier exactement le comportement au regard du droit. Oui, on a cette idée quand même avec la répétition des choses qui sont faites, qu'en fait la victime se retrouve vraiment encerclée. En fait, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Et c'est une des conséquences en fait du harcèlement en ligne, du fait que ça ait lieu en ligne, c'est que ça s'arrête pas, c'est-à-dire ça s'arrête jamais. Pour un cas de harcèlement en entreprise ou à l'école ou un truc comme ça, tu rentres chez toi, alors c'est toujours dans ta tête, évidemment, enfin quand je dis dans ta tête, c'est tu y penses toujours, mais ce n'est pas là. Alors que Internet, ça s'arrête jamais. Et puis, après, les parents vont dire « Ah, mais t'as qu'à éteindre ton téléphone ». Non, ça marche pas comme ça. Donc vraiment, une des spécificités du harcèlement en ligne, c'est que factuellement, ça ne s'arrête jamais, ça vous poursuit absolument tout le temps, et c'est une des choses qui fait que c'est extrêmement violent. Et il me semble, Ludovic, que tu voulais nous parler de quelques cas qui se sont produits récemment. Alors oui, il y a plusieurs cas. Moi, en recherchant un petit peu, j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Il y a un exemple un peu récent de Nadia Dam. Pour résumer, peut-être qu'il serait de bon ton d'expliquer un petit peu qui est cette femme. Donc, en plein mouvement MeToo en 2016, donc Nadia Dam est une chroniqueuse sur une matinale de radio et elle dénonçait des violences commises à l'encontre de militantes féministes qui avaient créé un numéro de téléphone. Anti-relou, si vous vous souvenez, c'était un numéro de téléphone qui servait à si jamais quelqu'un vient vous vraiment insister pour vous demander votre numéro dans la rue, vous lui donniez ce numéro-là et ça faisait un bouclier, quoi. Ça servait de diversion aux femmes pour se protéger, ce qui est déjà un problème parce que là on est aussi sur un cas de harcèlement, on est sur du harcèlement de rue, on n'est pas sur du harcèlement en ligne. Et la journaliste avait fait une chronique donc le matin sur une matinale de radio. Et avait expliqué réellement que c'était un scandale qu'elles subissent, que ces femmes-là qui avaient créé ce numéro subissent du harcèlement. Et en réponse, elle avait elle-même subi du harcèlement ensuite, mais encore plus violent, j'ai envie de dire presque, puisqu'il y avait vraiment, je ne vais pas lire les messages là, parce que quand j'ai recherché, j'ai retrouvé quelques messages. Mais il y a eu des comportements, des créations de faux profils, des insultes, etc. Oui, il y a eu des menaces, je crois qu'ils sont venus sonner chez elle. Enfin, vraiment, il y a eu un truc d'une violence et d'une escalade de la menace enfin voilà. On n'était plus sur uniquement des messages pas très sympas en ligne. On était sur, il me semble, des menaces sur. Alors, j'ai plus l'effet exact en tête, mais au-delà des piratages de messagerie et des piratages de réseaux sociaux, il y a des gens qui sont venus sonner chez elle et la menacer et menacer ses enfants. Et enfin bon, bref. Ça a été extrêmement loin. Voilà, exactement. Et qu'est-ce donc, qui s'est passé ? Du coup, il y a 2 hommes quand même qui ont été condamnés à Paris pour menace de commettre un crime et menace de mort. Donc oui, on en est vraiment là. Il y a des sanctions contre ces personnes-là qui harcèlent, pas que les femmes, mais des personnes qui harcèlent toutes sortes de personnes. Et même là, si c'était pas que en ligne,
il y a eu ces sanctions-là pour le harcèlement. Ouais, il y a eu des sanctions. Alors, les sanctions sont finalement, alors ça n'engage que moi, mais encore un peu trop légères à mon sens. Mais effectivement, les harceleurs ne sont pas en impunité à la maison. Là, on a vu avec la Ligue du LOL qu'il y a eu des licenciements, des choses comme ça. Mais les juges, les tribunaux se sont aussi saisis dans certaines hypothèses, pas à la Ligue du LOL, mais pas encore. Mais là, il y a eu des sanctions qui ont été prononcées. Donc, ne pensez pas que vous êtes en impunité quand vous insultez quelqu'un sur Internet. La loi s'en saisit. Il se passe des choses IRL devant les tribunaux. Et Raphaël, il me semble que tu voulais nous parler d'un autre exemple. Oui, on a eu juste après l'histoire de Nadia Dam, le procès du harceleur de Nikita Bellucci, qui était une hardeuse, qui a été harcelée par un individu pendant une période assez longue. Et il y a eu à la fois des mails et des menaces de viol qui lui ont été envoyées. Délicate attention. Et cet été, le procès s'est tenu et finalement, son harceleur, enfin la personne, l'auteur en tout cas, a été condamné à 18 mois de prison, dont 15 avec sursis. Donc ça veut dire 3 mois ferme quand même. Ça veut dire 3 mois ferme et surtout il y a eu un mandat de dépôt à l'audience. C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire un mandat de dépôt à l'audience ? C'est-à-dire qu'on a envoyé directement la personne en prison à l'audience, elle n'est pas repartie libre avant d'aller en détention. D'accord. Et ça, c'est courant ? Ça varie vraiment en fonction des affaires. On peut en avoir pas mal dans des cadres de procédure d'urgence, ce qui n'était pas le cas ici. Ça dépend de toute façon. Toutes les peines en pénal sont personnalisées, donc dépendent à chaque fois des affaires et de la personnalité de l'auteur. Ok. Là, on vient de voir avec ces 2 exemples-là des hypothèses où le harcèlement est fait par plusieurs personnes en même temps. Et effectivement, c'est un peu une petite nouveauté dans la loi. C'est le fait que désormais, le harcèlement, ce n'est plus forcément des faits répétés de une personne. Le caractère répété peut être caractérisé par plusieurs personnes qui envoient chacune un tweet. Ludovic, tu nous expliques un peu ? Alors oui, jusqu'à présent, il fallait que ce soit une personne qui commette un comportement de manière réitérée, mais lui-même tout seul. Il a conscience qu'il réitère un comportement qui serait susceptible d'être qualifié de harcèlement. Mais il y a des effets de groupe aussi, et la loi depuis 2018, la loi le prévoit, et elle prévoit particulièrement que lorsque les propos ou les comportements sont imposés à une victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors que chacune de ces personnes-là n'ont pas agi de façon répétée, l'infraction de harcèlement est constituée. Elle prévoit aussi que même si la personne ne savait pas qu'elle participait exactement à une sorte de concertation de harcèlement, le harcèlement ensuite peut être constitué. C'est-à-dire que la réitération, il n'y a pas forcément une conscience de la réitération quand on est dans un effet de groupe. Et à ce moment-là, une sanction peut quand même être prononcée, même si le harcèlement n'est pas constitué avec un fait isolé par personne. Et ça, c'est la loi du 3 août 2018, dite loi Schiappa. C'est assez récent. Voilà. Et donc, cette loi-là, qui est une loi au départ contre les violences faites aux femmes, etc. Les violences sexuelles et sexistes. Voilà. Cette loi-là a aggravé les sanctions aussi pour le harcèlement. On a pris conscience que c'était un phénomène qui avait déjà une ampleur beaucoup plus importante que par le passé, forcément, et qui avait une influence considérable dans la vie des personnes, et donc il fallait aggraver les sanctions. Donc il y a eu une aggravation des sanctions et une adaptation aux nouveaux moyens de communication par rapport à ce qui était prévu précédemment, puisque par exemple avant il y avait les appels téléphoniques malveillants, là maintenant il y a un élargissement avec les mails malveillants. C'est ce qui, moi, me semblait très très intéressant, et on en a déjà parlé un peu dans cette loi Schiappa, c'est vraiment que elle a été pas mal décriée, il y a eu des tonnes de fake news sur ce truc, enfin bref, mais en vrai, avec tout ce qu'on pourrait critiquer dans cette loi, elle a au moins le mérite, et c'est un immense mérite, de prendre en considération l'époque et donc de s'adapter à des, entre guillemets, nouvelles méthodes de harcèlement et à mieux les encadrer et à mieux les appréhender. Je vois Raphaël qui hoche la tête. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'était pas non plus complètement absent du code pénal jusque-là, l'utilisation des moyens électroniques pour commettre un harcèlement. Le harcèlement en groupe, tu vois, le côté meute qui arrive sur toi.
Oui, non, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais enfin, juste pour clarifier, c'était pas vierge du code pénal. C'était pas vierge avant. C'est juste ça. Mais effectivement, c'est en tout cas très récent. Et de toute façon, le problème qui évidemment se trouve avec Internet, c'est qu'on se retrouve face à un monde qui est très évolutif et qui a besoin à la fois de règles qui vont être fermes, mais de règles qui vont être aussi claires et qui vont pouvoir s'appliquer en fonction des évolutions. On a un cadre pénal pour les atteintes au système de traitement automatisé de données, qui sont les systèmes informatiques qui existent depuis 1988, qui a un certain âge, mais qui tient, qui est solide. Là, on est en train de définir aussi un cadre à l'exercice d'atteinte sur Internet, non plus sur des systèmes d'information, mais sur les personnes. Et ce cadre-là, il va falloir qu'on le fasse de façon le plus simplifiée possible, de manière à ce qu'il soit le plus efficace possible, qu'on ne se retrouve pas avec une myriade de petits textes qui seraient très difficiles à appréhender. Effectivement, ça serait ce qu'on appelle une inflation législative, où il se met à y avoir une tonne de textes. Mais bon, bref, on revient au moyen d'action un petit peu plus tard dans l'épisode, 600 minutes à peu près. Allez vous faire un café. Du coup, Ludovic. Oui, moi j'avais envie d'évoquer, on en a déjà un petit peu parlé, la Ligue du LOL à ce niveau-là, puisqu'on parle de harcèlement par plusieurs personnes. Alors, on ne l'a pas trop développé ce que c'était, mais pour ceux qui dormaient. Voilà. Une trentaine de personnes donc d'un groupe Facebook créé en 2009 ont été accusées d'harceler notamment des femmes, mais pas que, sur Twitter, plusieurs personnes pendant plusieurs années. Je précise que ces personnes-là n'ont pas encore été condamnées, et que la présomption d'innocence existe à ce niveau-là. D'autant que de nombreux faits sont anciens et que l'application de la loi pénale n'est plus possible, puisque avant 2017, pour ces délits-là, le délai de prescription était de 3 ans, et que là, puisqu'il s'agit de faits qui seraient a priori qui se seraient déroulés vers entre 2010, 2009 et 2013, voilà. Il semblerait qu'il y en ait une série qui soit prescrite. Puisqu'on est au début de l'année 2019, a priori, il y a une prescription. Mais donc, en résumé, il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes d'avoir été harcelées par un groupe de personnes sur Facebook, un groupe de personnes présentes sur Facebook qui harcelaient ensuite les gens, notamment sur Twitter, avec des invectives, par message notamment privé, et des scènes qui se seraient aussi déroulées dans leur vie réelle. Voilà. Il y a eu énormément de couvertures et de témoignages que, si vous ne les avez pas encore lus, qui sont évidemment disponibles, à noter celle qui a été postée par le tweetos Lorelli, qui a fait un post Medium où il résumait tout ce qui lui était arrivé. Et voilà, bref, si vous avez besoin et envie d'une petite illustration. Voilà. Ouais. Si jamais tu es très vilain, sache que le prochain épisode, je te fais faire un cours complet sur tous les délais de prescription, toutes les modifications, toute la loi, etc. Bien, je serai donc malade. J'aurai la grippe ce jour-là. Ok, est-ce qu'on a terminé sur la Ligue du LOL ? On a terminé sur la Ligue du LOL, mais... non, on n'a pas terminé. Mais nous, oui. Eux, peut-être pas. Peut-être pas. Oui, à noter qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de jugement. Donc, toutes ces personnes sont présumées innocentes sur les faits qu'on leur reproche. Cependant, une série de sanctions ont d'ores et déjà été prises par leur employeur ou des institutions de ce type-là qui avaient des relations professionnelles avec les gens qui auraient été membres de cette Ligue du LOL. Donc voilà, on parle au conditionnel, on parle de présomption d'innocence. Ce n'est pas une façon de dire que ça n'existe pas ou que ce n'est pas sérieux. C'est juste que c'est un principe absolument fondamental et central du droit français. Et en réaction à ces événements-là, le gouvernement a fait des annonces de volonté de nouvelles lois, de volonté d'extension et de créer donc du coup une nouvelle loi contre la haine sur Internet. Qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Bon, en 2 mots, pour le moment, on ne sait pas exactement ce que va prévoir cette proposition de loi, puisqu'elle est annoncée pour le mois de mai prochain, donc on n'est pas encore devin et on ne peut pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur de cette proposition. A priori, il y a 2 axes. Il y aurait une sorte de responsabilisation des plateformes en ligne, avec, c'est vraiment pour le moment très hypothétique, mais une mise en quarantaine des contenus haineux qui auraient été signalés par les utilisateurs, et un délai de 24 heures
qui seraient données aux plateformes pour les traiter, c'est-à-dire dire si oui, c'est du contenu haineux et qu'elles le suppriment, ou dire non, ce n'est rien du tout, ce contenu-là peut exister. T'as raison, écoute, on a déjà des outils qui existent et qui ne marchent pas 100%, on va rajouter des nouveaux outils. Voilà. Parce que vraiment, il faut faire plus de millefeuilles, c'est très important. Non, mais... Oui, mais c'est vraiment une grosse interrogation. Là-dessus, Oui, je suis de mauvaise foi, hein, mais il y a vraiment, en tout cas moi ce que ça m'évoque là, c'est que c'est un côté, on va créer des nouveaux outils et ils existent déjà outils. Ouais, ils existent déjà, ils sont déjà là et déjà utilisables. Après, il faut savoir les utiliser aussi. Il y a toute une question sur aussi l'endroit où on prend la décision, en réalité. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on a des outils juridiques qui nous permettent, en passant par un juge, d'obtenir les informations sur les internautes qui publient les contenus, que ce soit par le biais de réquisition, c'est-à-dire par l'autorité judiciaire elle-même, qui va demander aux intermédiaires techniques de communiquer des informations ou non, ou que ce soit directement par le biais d'actions de particuliers. Mais les outils juridiques sont là. Et il y a une tribune d'Alexandre Archambault, qui est un responsable des affaires réglementaires, enfin l'ancien responsable des affaires réglementaires de Free, qui est un avocat... Je ne te demanderai pas de définir ça, continue. C'est gentil. C'est quoi les affaires réglementaires? Non, stop. Les affaires réglementaires de Free, spécifiquement. qui est avocat maintenant, qui a fait une tribune sur Next Impact le 25 février dernier, et qui ont fait des bisous. Next Salut Impact. Marc. Et Alexandre Archambault explique que les outils juridiques sont là, mais que les moyens qui sont alloués à la justice sont encore beaucoup trop faibles. Pour vous donner juste une illustration qu'il donne dans sa tribune, pour 100 € de budget de dépenses publiques, il y a 40 centimes qui sont alloués à la justice. À la justice tout court. À la justice tout court. Donc quand la France dépense 100 € au total, voilà. Il y a 40 centimes pour la justice, ok. Et donc, là, on se retrouve dans des situations où ce sont même si on a des outils, ce sont quand même des actions qui peuvent avoir un certain coût, en tout cas qui mobilisent des gens sur le terrain, un coût humain quoi qu'il arrive. Et là, on a des propositions qui visent à, en réalité, sortir du judiciaire pour aller vers les plateformes en donnant les moyens, enfin en imposant aux plateformes de retirer éventuellement des contenus. Ce qui veut dire que ça serait de la décision des plateformes et non qui sont plus des entreprises privées, enfin bref. Du juge. Voilà, et non plus du juge. Et rappelons-le, puisqu'on l'a déjà évoqué, le juge judiciaire est dans la loi française, dans la Constitution française, le garant des libertés individuelles. Et ça a un sens, c'est un vrai truc libertés individuelles, merci Clara. Tu vois ce machin-là. D'accord, ok. Est-ce qu'on a fini sur cette tentative cette d'extension de la loi? Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Alors, il y avait un deuxième axe qui existait quand même malgré tout sur cette loi, mais cette question n'est pas tranchée, elle suscite beaucoup de débats aussi, qui est la levée de l'anonymat sur Internet, sur les plateformes, pour faire en sorte de responsabiliser. Donc il y a d'un côté une volonté de responsabiliser les plateformes elles-mêmes en disant vous hébergez du contenu, c'est à vous d'être responsable de ce qui est écrit sur vos plateformes. Et de l'autre côté, une volonté de responsabiliser l'individu, utilisateur du réseau social, pour l'obliger à assumer ses propos et donc nécessairement dévoiler son identité. Alors peut-être pas complètement, la question se pose de savoir si l'identité de cette personne-là ne serait dévoilée qu'au réseau social ou à l'intégralité des utilisateurs de ce réseau social. La question n'est pas tranchée, elle divise. Il y a les tenants d'une liberté individuelle qui consisterait à avoir une liberté d'expression absolue, à pouvoir le dire sous n'importe quel pseudo. On peut écrire un livre sous pseudo, on peut écrire un article sous pseudo, alors pourquoi on ne pourrait pas tweeter sous pseudo? Le problème, c'est toujours pas le pseudo, le problème, c'est ce que tu racontes, en fait. Le souci, c'est pas d'avoir un masque, le souci, c'est de se planquer derrière pour faire un truc illégal. Voilà. Et pourquoi on se pose la question? Parce que les plateformes, donc les principales plateformes qu'on utilise tous, sont des plateformes qui sont hébergées à l'étranger, et que les règles de liberté d'expression impliquent souvent que pour les cas de haine en ligne, pour les cas de diffamation, harcèlement,
il n'y a pas de volonté de leur part, il n'y a pas d'obligation de leur part de communiquer les informations qui permettraient ensuite une sanction en France. Voilà. Pratique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut essayer de lever cet anonymat. Il y a les tenants d'une position pour la lever, il y en a qui sont contre toujours. Et si ça vous intéresse, on avait fait un épisode avec Thomas Rozek de Programme B qui parle de l'anonymat, donc je vous y renvoie. Raphaël, tu hoches la tête. Je hoche la tête. Non, parce que c'est un débat qu'on a eu. Désapprobation violente de hochage de tête. Non, pas de désapprobation violente du tout. Mais c'est vrai que c'était un sujet qu'on avait un petit peu abordé pendant la préparation de l'épisode. Oui. On n'était pas tous d'accord sur le taux de retour qu'on pouvait avoir quand on fait des demandes aux plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, etc. J'ai le sentiment quand même, mais après c'est pas un sentiment qui est partagé du tout et on est assez divisé là-dessus, que ils ont la volonté de quand même répondre à ces demandes. Après ils le font. Quand tu dis ils, c'est les hébergeurs, les plateformes. hébergeurs, ouais. Après Facebook, Twitter. Il y a un désaccord entre nous là-dessus. Il y a eu des retours, des non-retours. On a des expériences un peu différentes sur le. En gros, si vous sujet. êtes un peu perdu dans ce qu'on est en train de dire là sur notre désaccord et nos retours, c'est l'idée de dire que quand on adresse un courrier d'avocat à une plateforme en lui disant ce truc-là c'est illégal, merci de le retirer, on a des succès un petit peu variables et il y a un aléa assez existant. Et donc du coup, certains praticiens, certains avocats ont vraiment l'impression qu'ils parlent dans le vide, qu'ils envoient un mail dans le vide, alors que d'autres avocats ont plutôt de bons retours et arrivent à obtenir des choses de ça. Donc pour l'instant, c'est vraiment un peu, il y a à boire et à manger, quoi. On sait pas trop ce qu'on en pense. Oui, c'est un peu compliqué. Oui, on n'est pas obligé, t'inquiète, de régler tout un conflit jurisprudentiel là en une minute, vite. Oui, on va tout régler là maintenant. On va tout régler là maintenant. Non, mais c'est vrai que c'est variable, c'est vrai qu'on ne sait pas. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que la levée de l'anonymat, ça pose aussi, à mon sens, ça pose deux questions supplémentaires, qui est que l'anonymat, c'est quand même aussi très utile aux victimes. Et pas seulement aux auteurs, c'est-à-dire c'est pas seulement un moyen pour des personnes de se cacher et de commettre des actes délictueux, ça permet aussi aux gens qui veulent communiquer et veulent s'exprimer sur Internet de pouvoir le faire, quand bien même ils se retrouveraient face à des gens qui aimeraient bien savoir où ils habitent, que ce soit au niveau simplement de relations entre personnes ou que ce soit à des niveaux autres. Et le deuxième point que ça soulève, c'est aussi que c'est intéressant de vouloir lever l'anonymat sur Internet. Techniquement, j'ai un peu plus de doutes sur la façon dont ça peut être réalisé. Ouais, on en avait déjà parlé. Bref, maintenant qu'on a bien compris en quoi consistaient toutes ces infractions et toutes ces situations, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime ? Et d'abord, qu'est-ce qu'on fait dans une phase hors judiciaire ? Et avant d'attaquer ça et de dire « Raphaël, qu'est-ce qu'on fait dans une phase hors judiciaire ?» Je voudrais vous rappeler, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, qu'une capture d'écran, ce n'est pas suffisant et que idéalement, quand il vous arrive quelque chose, quand vous recevez des messages, des manifestations qui sont du harcèlement ou qui, à votre avis, constituent du harcèlement, il faut faire un constat d'huissier. Et évidemment, ça peut être un petit peu compliqué de prendre son téléphone, d'appeler un huissier et de demander un constat. Et une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner et à vous faire assister par des professionnels, et notamment des avocats. Donc, alors, d'un point de vue hors judiciaire... Raphaël, tu connais des avocats ? J'en connais certains. Vas-y, je t'en prie, d'un point de vue hors judiciaire. D'un point de vue hors judiciaire, on a des moyens qui permettent de simplifier, entre guillemets, les procédures pour accéder aux hébergeurs. Et quand je disais qu'on n'était pas tout à fait d'accord tout à l'heure sur les taux de réponse ou non des hébergeurs, il y a en tout cas une question qui est clairement de fond qui reste, c'est que pour arriver à obtenir quelque chose, ça demande vraiment d'avoir donc obtenir un retrait, une identification, quoi que ce soit, ça demande un travail qui est très très conséquent. Et ça, c'est vrai que pour le coup, ça peut être vécu comme une entrave à la possibilité de contacter, d'obtenir des informations sur Internet.
Hors judiciaire, on a le signalement en ligne. Normalement, les intermédiaires doivent mettre en place un C'est quoi dispositif, un intermédiaire? un hébergeur, un fournisseur d'accès à Internet Mhm. qu'on a défini 1000 fois. 1000 fois, Donc ils 1001 fois. doivent mettre en place des dispositifs facilement accessibles et visibles, permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données, ce type de comportement, ce type de manifestation. Exactement. Exactement, on a ce signalement-là. On a la possibilité aussi de faire un signalement qui va respecter des règles très spécifiques qui sont prévues à l'article 6.1.5 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Je sais que je prends des risques, mais on est en fin d'émission. Et je vous ai déjà dit qu'il fallait qu'on se dépêche. Allez. Et sinon, on a aussi la possibilité de mettre en demeure ou de sommer soit l'hébergeur si on n'a pas l'identité de la personne concernée, soit la personne visée. D'accord. Et du coup, ça c'est hors judiciaire, ça c'est avant le juge ou ça c'est hors du juge. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si... Ah oui, et en pratique, allez voir un avocat. Qu'est-ce qui se passe si on décide qu'on part au procès? Ludovic. Alors, quand on décide de partir au procès, on peut y partir pour plusieurs raisons déjà. On peut essayer d'y partir pour obtenir la suppression du contenu simplement, une identification de la personne qui a publié ce contenu et la suppression de celui-ci, ou alors pour obtenir une condamnation de celui-ci. C'est deux choses différentes, et donc il y a, à mon sens, deux hypothèses. Une requête qui serait une requête adressée à un juge, requête pour aller vite, donc ça peut être ce qu'on appelle classiquement les procédures de référé, les procédures d'urgence, pour identifier et obtenir la suppression rapide du contenu qui nous porte atteinte. Donc là, pareil, on va saisir le juge. Vaut mieux être assisté par un avocat, effectivement, parce qu'il y a des règles un peu spécifiques et qu'il faut avoir préalablement, éventuellement, averti l'hébergeur, etc., pour obtenir ensuite la suppression. Et majoritairement, quand on se sent victime d'une infraction, tout le monde va avoir envie de déposer une plainte. Comment on dépose une plainte? On dépose une plainte, soit tout seul, comme un grand, en allant au commissariat et en disant, voilà, j'ai été victime d'harcèlement en ligne, ou pas d'ailleurs, et je souhaite qu'une enquête ait lieu pour savoir qui a fait ça et pour ensuite obtenir la condamnation de la personne qui a fait ça. Ou alors on peut adresser directement sa plainte au procureur de la République par courrier ou en allant le déposer au tribunal, là où est le procureur de la République. Et à ce moment-là, le procureur va diligenter une enquête. Alors, c'est pas de la promo, je vous assure que ce sont des procédures, ce sont des démarches très difficiles et une nouvelle fois, nous ne saurions que trop vous recommander de vous faire accompagner par un avocat. C'est des choses où c'est difficile de s'improviser quand même. Voilà, je pense qu'on a déjà insisté tout à l'heure sur les cas de qualifications multiples qu'il pouvait y avoir et les constats qu'il devait y avoir, etc. Et que forcément pour une personne qui maîtrise un petit peu moins ces sujets-là, il vaut mieux être accompagné. C'est ça, moi je ne sais pas réparer un lavabo et potentiellement mon plombier ne sait pas déposer une plainte. Voilà, chacun fait son truc. Voilà. Bon, et un dernier point, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de la personne qui se sent victime d'harcèlement. Qu'est-ce qu'on fait quand on est la personne qui est accusée de harcèlement? La difficulté, c'est qu'on est aussi parfois la personne qui est accusée de harcèlement alors qu'on n'a potentiellement rien fait non plus. Parce que, et même si on a fait quelque chose, tout le monde a le droit à un avocat. Et tout le monde a le droit à un avocat, bien toujours. Évidemment, toujours. Alors là, c'est un peu toujours le même conseil, c'est il va falloir se défendre en disant que de toute manière, le harcèlement n'est pas constitué parce que je n'ai pas participé à cette campagne-là, par exemple, ou parce que ce n'était pas moi ou parce qui que les faits publié ces reprochés messages, ne sont pas du harcèlement. ou parce que les faits sont anciens, etc. Voilà. Et en tout cas, je n'ai pas eu cette intention-là, parce qu'il y a cet élément intentionnel qui devrait être aussi réuni. Bon, il faut avoir aussi conscience que malgré tout, les sanctions dans ce genre de cas, même si les peines encourues ont été alourdies, majoritairement pour le moment, les sanctions sont faibles. En tout cas, tout dépend des antécédents de la personne, évidemment. Tout à fait. Et pour le harcèlement en ligne spécifiquement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour le harcèlement en ligne spécifiquement, il y a une peine d'emprisonnement encourue de 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Mais on en a parlé tout à l'heure dans nos exemples, ça n'a pas été prononcé pour les cas qui étaient quand même
un petit peu graves. Ouais, pour les cas qui étaient déjà assez graves de Nikita Bellucci et de Nadia Dam, où il y a principalement eu alors du sursis et des amendes. Donc voilà. Et je me permets aussi Du d'insister. ferme pour Nikita Bellucci, pour le harceleur de Nikita Bellucci. Ouais, du ferme, mais avec des menaces de viol. Donc il y a 2 infractions. Oui, bien sûr, il y avait 2 infractions, tout à fait. Excellent, merci. Excellent. Non, pas excellent, pas les menaces de viol, pas excellent. L'intervention, excellente, oui. Et je me permets de terminer en expliquant juste que, puisqu'il y a aussi souvent des mineurs qui sont victimes de harcèlement, notamment dans le cadre scolaire, puisque les mineurs utilisent aussi les réseaux sociaux, lorsqu'une infraction est à la fois un harcèlement en ligne et sur un mineur, les peines là sont encore augmentées, et les peines sont portées potentiellement à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est encore un peu plus grave, mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas de retour, et on ne sait pas exactement quelle est la position des tribunaux sur ces cas-là, qui de toute manière sont adaptés à chaque situation. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour terminer ? Je pense qu'on a tout dit. Alors je vais terminer. De toute façon, je pense qu'on reparlera de ces sujets-là parce que les expressions haineuses sur Internet, c'est un terreau fertile pour cette émission et c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de la commencer d'ailleurs, puisque notamment il y aura le projet de loi pour lutter contre la haine sur Internet qui va arriver ces prochaines semaines, donc on en reparlera avec vous, notamment pour débunker les fake news qui seront le projet de loi dit ça, alors que pas du tout. C'est donc un sujet assez central pour nous et on reviendra largement dessus. En attendant, merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Besoin de rien, envie de droit, un podcast de Binge Audio réalisé par Quentin Bresson. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à nous suivre et à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, peut-être à poser vos questions pour de prochaines occurrences, et on se retrouve dans 15 jours. Binge.